Est-ce que tu penses que tous les matins on se lève, on dit bah aujourd'hui je vais faire 1 heure de blague là-dessus? Non, c'est un peu le fantasme qu'on a de l'humour. Ouais, mais je crois que les gens ne réalisent pas à quel point c'est long de constituer un répertoire de blagues, de construire un spectacle, d'avoir des passages avec lesquels on se sent bien pour le faire dans les scènes où il y a des enjeux, et que du coup, bah forcément, il y a des humoristes qui font le même passage pendant 10 ans. Ouais. Parce que ils savent que ce passage il marche, et puis là il faut que ça marche. Et puis il y en a qui l'auront déjà vu, mais ceux qui le voient pour la première fois le trouvent bien. Donc... Toi, tu peux pas te permettre parce que la Suisse, parce que ta manière de travailler. Puis parce que moi, je pense que chaque fois que je joue un truc, je le joue moins bien que la fois d'avant. Parce que je suis pas très bon comédien, donc j'arrive pas à jouer la spontanéité, j'arrive pas à être naturel. Donc c'est des one shot. Donc je pense que si je joue 100 fois un truc, la 100e fois, ça devient vraiment oh bah dis donc. Enfin, ça devient très très compliqué. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Thomas Wiesel, merci d'être là, bonne écoute. Merci. J'aime trop ce festival, moi, parce qu'il y a des gens qui viennent du Québec, qui viennent de Belgique, de France, il y a tous les humoristes, les producteurs qui viennent ici à Montreux, puis moi j'habite Lausanne, puis du coup c'est à côté, puis c'est cool. Parce que le reste de l'année, ils sont à Paris, Bruxelles, Montréal, puis c'est loin, et j'aime pas voyager. Je sais que ça jette un froid quand je dis ça, parce que tout le monde aime voyager, donc tout le monde essaie de me soigner quand je dis ça. Ils me disent non, mais faut que tu vois le monde, faut que tu élargisses ton horizon, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Non. Tu dis que t'aimes pas voyager, mais la vérité c'est que je t'ai déjà vu voyager. Et, Non, mais quand tu m'as vu voyager, c'était pour le taf. Ouais. Ouais. Et ça me dérange pas effectivement d'aller à un endroit où je sais ce que je vais y faire, où je trouve qu'il y a un enjeu, soit professionnel, soit personnel ou rien, mais voyager pour découvrir le monde, j'ai de la peine. Ah ouais? Ouais. Mais je n'exclus pas le fait que dans 10 ans, je trouve ça incroyable et qu'avec ma famille, j'ai découvert des endroits et je trouve ça cool. Mais là, ça me procure tellement peu d'émotions que je trouve que c'est un peu du gâchis, tu vois. Ok. Et t'imagines, c'est froid de dire ça. Ça me procure peu d'émotions. oui, bah, j'ai remarqué ça. Mais vraiment, l'exemple que je citais hier, c'était le Machu Picchu. C'est insupportable de voyager avec moi, parce que moi j'aime bien genre, me renseigner et du coup je me spoil le voyage avant de le faire. Une fois, j'étais avec des amis, on est allé au Pérou, puis on faisait le Machu Picchu, tout ça, ils étaient tous là, waouh, c'est beau. Puis moi, j'étais là, ouais, sur Google Images, il y avait moins de nuages quand même. Hein. Ils m'ont pas parlé pendant une demi-journée. Et c'est en voyageant que ça t'a donné l'idée de ce sketch-là? C'est quand t'es revenu, tu t'es dit, putain, faut que j'en écrive un truc là? Ou c'est juste quelque chose qui a mûri dans ta tête pendant des années? Je crois que c'était à un moment donné où je cherchais les trucs à écrire et je pense que c'est Jason Brokers qui m'avait donné un peu peut-être un autre humoriste, peut-être québécois, qui m'a dit mais pense à la façon dont tu es différent de tout le monde. Tu sais, pour trouver des trucs intéressants à raconter sur toi. Parce que moi, j'ai toujours eu de la peine à parler de moi. Et un des trucs où je sais que mes potes me chambraient toujours, c'est que j'étais chiant en voyage, j'aimais pas voyager, j'aimais pas les paysages, je me plaignais tout le temps des trucs comme ça. Puis là, je me suis dit, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi, et j'ai écrit ça il y a 2-3 ans, donc 26, 27, c'est là où tous tes potes ils commencent à avoir assez de fric, puis ils sont tout le temps en voyage partout. Et j'ai réalisé que je m'en foutais, que ça m'intéressait pas, et que j'avais pas envie qu'ils me les racontent, et que j'avais pas envie d'aller aux soirées diapo et tout ça. Et je pense que c'est parti de là, ce sketch. C'était vraiment genre, ah bah tiens, ça tout le monde aime, et moi pas. Je vais pas essayer de convaincre les gens, parce que je vais pas convaincre les gens, mais je vais leur dire pourquoi moi j'aime pas. Faut que tu vois le monde, faut que tu élargisses ton horizon, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Non. Parce que c'est confortable, en fait. Moi, j'ai mis 30 ans à la trouver, ma zone de confort. Maintenant, je vais y rester un peu, quoi. C'est comme si tu mets une demi-journée à construire ton canapé Ikea, puis tu t'assieds 30 secondes, t'es là. Je vais me mettre en tailleur sur le carrelage. Non, ça n'a aucun sens. Ah, puis j'aime pas les gens qui partent en voyage, parce qu'ils... Genre, ils partent loin en voyage, puis après, ils postent « Enfin coupé du monde » sur Facebook. Ils voient pas le problème. Puis t'as ceux qui se géolocalisent à l'aéroport pour te dire qu'ils sont en train de partir en vacances. Johan est à Genève-Cointrin, Punta Cana, j'arrive. Ah ben cool, je pensais que tu y allais à pied, merci pour l'info.
Non, ils essayent de te faire envie, mais ils arrivent même pas à attendre d'être sur la plage pour faire une photo qui te font envie. Tu sais, ils sont à coin train pour essayer de te faire envie. Moi, je suis déjà allé là-bas. Il y a des portiques de sécurité, un McDo, ça me fait pas envie. Moi, quand je vois quelqu'un qui se géolocalise à l'aéroport, tu sais, pour moi, c'est les éjaculateurs précoces de la frime. Ils arrivent pas à attendre d'être à destination. Moi, dès que je vois ça dans mon film, dans les commentaires, je tag Daesh. Et j'ai exactement le même mécanisme dans mon nouveau spectacle où je parle des animaux de compagnie, où j'ai jamais compris les animaux de compagnie, le concept. Et j'ai l'impression que tout le monde adore ça. Enfin, pas tout le monde, évidemment. J'ai tout le monde, c'est une majorité des gens. Et du coup, j'ai écrit sur pourquoi je trouvais ça nul d'avoir des animaux. Et tu sens que toute la salle n'est pas d'accord avec toi, mais t'arrives à les faire rire quand même. Bah oui, mais j'aime bien. Puis c'est pas non plus une idée. Enfin, t'es en désaccord avec les gens, mais c'est pas une idée controversée non Mais plus. tu l'affirmes pas. Dis-moi personnellement, les animaux. Ah oui, je dis moi je comprends pas. Voilà. Voilà pourquoi je trouve que c'est de la merde. Mais je suis pas en train de dire faut tuer les enfants. Ah ça je crois que je l'ai dit à un autre moment. Mais enfin tu vois, c'est pas un truc méga controversé. Dire j'aime pas voyager, les gens sont là. Bah non, moi j'aime bien voyager. Puis, Oui c'est ça au final. Tu vois, c'est pas un enjeu incroyable. Donc là t'arrives un peu, mais sinon c'est dur d'être seul contre 1000 personnes. C'est pas facile. Sur des petits sujets comme ça t'arrives. Mais oui c'est un passage que j'aime bien. Puis j'ai réalisé que je l'avais jamais fait ici. Et puis que j'ai repêché ça de mon vieux spectacle pour le faire. J'ai rajouté quelques blagues. Non, c'est vrai, je suis un peu accro à mon téléphone, je suis en train de chercher des trucs, puis je trouve que c'est très addictif ces téléphones. Moi, j'ai l'impression que il y a trop d'applications, il y a trop de solutions à nos problèmes maintenant. Si t'as faim, t'as une application pour ça. Si t'as besoin d'aller quelque part, t'as une application pour ça. Si tes parents t'ont pas assez dit je t'aime, t'as une application, tu fais un filtre avec des oreilles de chien ou un poisson sur la joue. Enfin, Et après, t'enchaînes avec la technologie, mais du coup, c'est une autre partie de ton spectacle ou c'est quelque chose que t'as écrit Non, en je plus crois que justement, ça c'était un bout qui était un peu entre les gouttes que j'avais écrit au Québec une fois et qui était pas dans le nouveau et pas dans l'ancien. D'accord. Et j'ai redécouvert ça par hasard il y a quelques jours et je me suis dit, ah bah tiens, ce machin, je l'ai jamais capté, je l'ai jamais joué quand c'était filmé. Et comment tu te dis, ok, je vais le mélanger au voyage? Comment tu te dis Parce que j'avais réalisé que justement, une des raisons pour lesquelles j'aimais pas voyager, c'est que je me renseigne beaucoup sur Internet et je voyage beaucoup sur Internet. Et j'ai réalisé que du coup, il y avait un lien entre les voyages et la technologie. Et la technologie, c'est un thème sur lequel j'écris souvent. Et souvent, ça n'arrive pas jusqu'à la scène. Parce que j'ai pas encore trouvé comment rendre ça très drôle. Parce que ça fait aussi vachement partie de ton quotidien. Mais je crois que j'ai pas beaucoup de recul. Je crois qu'un jour, je vais réussir à genre me désintoxiquer de mon téléphone et de mon ordi et que là, je vais pouvoir en parler. Mais là, je suis encore en plein dans la phase où je suis accro. Mais oui, du coup, c'était des blagues que j'aimais bien. Moi, ça parle de cul. Hein, en gros, on va pas se mentir. Et j'ai l'impression que la technologie nous sert quand même souvent à aider notre sexualité. Dès qu'on invente une technologie, très vite, il y a un dérivé sexuel. On a inventé le téléphone rose très rapidement, la télévision, les films érotiques, RTL9, Internet, la moitié c'est du porno maintenant. On a des smartphones, maintenant tu peux envoyer une photo de ta bite qui disparaît. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça va trop loin. J'ai l'impression que dès qu'on invente une nouvelle technologie, le premier réflexe, on se dit comment je peux mettre ma bite dedans. Et je pense que l'inventeur de l'aspirateur a passé un meilleur moment que l'inventeur du mixeur. Ouais, je trouvais marrant de mettre ces deux passages ensemble parce que ça nous fait réfléchir un tout petit peu. Après, c'est important pour toi d'amener forcément dans ton humour un truc un peu réflexif, non? Des fois, oui, des fois. Franchement, ça me dérange pas si les gens rigolent pendant 8 minutes puis ils sont pas là. Je vais changer ma façon de voir les choses. Non, mais sans parler de ça, mais c'est vrai que c'est quand même un peu à la mode aujourd'hui de parler de sujets importants dans ces sketchs. Bah, moi, je parle des trucs sur lesquels j'ai une opinion. Puis souvent, les sujets importants, t'as une opinion. Hein. Mais je considère pas qu'à chaque fois, à la fin d'un passage, à la fin d'un sketch de mon spectacle, il faut qu'il y ait un message. Ouais. Ça, je le faisais beaucoup au début et je pense que si je réécoute les trucs là, j'ai envie de me gifler, donc j'essaie de le faire moi. Tu peux dire qu'avec la sagesse d'humoriste, tu reviens à quelque chose de très ancré sur il faut que je fasse rire quelqu'un. Ouais. Oui. Et puis j'ai l'impression que si tu vois tes vieux trucs et que tu as envie de te mettre des baffes, c'est bon signe. Enfin, c'est pas bon pour l'ego, c'est pas bon pour l'amour-propre, tout ce que tu veux, mais c'est quand même bon signe, ça veut dire que tu évolues. Tu peux évoluer dans un bon sens, dans un mauvais sens, mais je trouve que l'évolution, c'est bien, parce que des fois, je redécouvre des trucs, puis je suis là, c'était bien, et je suis surpris. Quand je revois une vidéo qui a 2-3 ans et que je la trouve bien, c'est presque une surprise. Mais oui, je crois que... Et Nathanaël Rocha, qui est vraiment quelqu'un qui a une approche de ce métier que je respecte beaucoup, il me disait toujours ça, justement, quand j'étais à fond dans ma phase où mes chroniques radio ont commencé à beaucoup prendre en Suisse, où j'ai réalisé que quand je parlais de politique, etc., les gens suivaient bien. Et j'avais pris un virage très militant. Lui, il n'arrêtait pas de me dire
tu dois d'abord faire rire. Tu dois d'abord faire rire les gens. Et il me disait toujours, tu peux dire des trucs intelligents, mais tu mets un truc intelligent, une connerie, un truc intelligent, une connerie. C'est vrai que le job, c'est faire rire. Si tu fais rire sur un sujet important, c'est bien. Mais si tu parles d'un sujet important et que tu fais pas rire, bah t'as raté, quoi. Même si tu changes la vie des gens, etc., c'est pas ton job, c'est de faire rire. Après, il y a plein d'autres options une fois que t'as fait rire. Mais si tu rates le premier truc, tu vois, un cuisinier qui fait un truc pas bon, il peut te faire voyager, il peut te surprendre. Si le truc est pas bon, c'est raté. Et donc, c'est l'ingrédient principal qu'on doit pas oublier. On doit d'abord faire rire. Les pires, je crois que c'est les backpackers qui partent genre 6 mois, puis ils reviennent, puis ils sont un peu tristounes. Ils sont là, oh non, mais moi je suis déprimé parce que là, je suis parti 6 mois et j'ai l'impression que rien n'a changé. Excuse. T'habites Villeneuve, ça fait 50 ans que rien n'a bougé. Tu te dis, je vais me barrer 6 mois, ils vont retaper la ville, ils vont transformer ça en Disneyland, ça va être les Maçons du Cœur édition Villeneuve, mais dégage, quoi. Enfin, Tu fais partie, pour moi, des humoristes qui travaillent le plus. En tout cas, à chaque fois, à chaque passage, à chaque fois que tu vas quelque part, tu te renseignes, tu fais hyper attention à ce que tu vas dire et t'essayes en tout cas vachement de t'imprégner du public qui est devant toi. C'est un peu ta marque de fabrique d'arriver dans un endroit et de connaître de ce qui se passe et de faire des vannes dessus et le public se sent vachement identifié à ce que tu racontes. Mais c'est un truc que j'ai découvert un peu par hasard, parce que moi, j'arrive pas à écrire des blagues universelles. Il y a vraiment pas mal d'humoristes, des fois, qui m'impressionnent. Ils arrivent à te dire une blague et t'es là, celle-ci, partout dans le monde, va faire rire. Peu importe ton âge, ton vécu, ça, c'est drôle. Ils ont trouvé un truc drôle. Moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, il faut que j'ai des références, il faut que j'ai une espèce d'unité de lieu, de temps, d'actualité, machin. Et j'ai réalisé au début que j'arrivais à écrire sous contrainte, que quand c'était une chronique d'actu, on me disait, bah, l'actu, c'est ça, t'écris là-dessus. Ça me libérait. Que quand on me disait, bah voilà, cette entreprise, elle vend des machines à laver, tu dois écrire sur les machines à laver. Qu'est-ce que je vais foutre? Et je trouvais des blagues sur les machines à laver, et les gens rigolaient parce qu'ils connaissaient les machines à laver. Et donc, l'instinct de survie de si je parle de moi, ça les intéresse pas. Si j'essaie de faire des blagues générales sur l'amour, tout ça, ça les intéresse pas. Si je parle d'eux, ça les intéresse. Ouais. Après, j'ai eu un déclic, et comme j'ai commencé beaucoup par des soirées privées en Suisse avant de faire mes propres spectacles. C'est ce que j'allais dire, les soirées privées en Suisse, c'est quand même le fonctionnement. Pour un humoriste suisse, il n'y a pas d'intermittence. Non, et ça donc, n'existe du coup, pas. pour gagner sa vie, tu fais beaucoup d'événements privés, quoi. Ouais. Bah, il y a le chômage un peu, mais je crois surtout pour les comédiens de théâtre ou de cinéma, de télévision, ils peuvent se mettre au chômage entre les rôles. Ouais. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Nous, les humoristes, souvent, la façon dont on survit, on chronique pas mal dans les médias. Souvent, c'est normal d'avoir la double casquette, scène plus médias. Et comme il y a 2 millions de Suisses francophones, Suisses romans, tu peux pas jouer ton spectacle 3 ans, comme en France, en faisant la tournée des petites villes. Si tu le joues 3 ans, c'est que tu joues une fois par mois et que tu fais un théâtre par ville, machin. Donc, si tu veux gagner ta vie, il faut accepter d'aller faire le repas de soutien de tel club de foot, la soirée d'entreprise de telle boîte et le forum économique de telle région, machin. Avec son humour décapant, il va sûrement nous surprendre, et pour cause. Il représente la nouvelle génération d'humoristes romans. Intelligence, insolence, créativité. Bref, et maintenant, la scène est toute pour toi. Merci Françoise. Merci beaucoup. Quand on m'a dit Thomas, tu vas parler juste après un membre du Conseil fédéral, moi je suis roman, donc je me suis dit cool, ça va être facile d'avoir l'air cultivé, drôle et intelligent. Après on m'a dit non, ce sera pas Guy Parmelin. Je suis là, ah merde. Voilà, moi je devais parler à 18h20, on a à peu près 10 minutes de retard, mais ça c'est parce que le planning a été élaboré sur Sopré. Voilà, ça arrive. Donc tous mes premiers mandats, c'était ça, c'était le petit nouveau. Genre, les gens ne me connaissaient pas, mais ils connaissaient mon manager, et du coup ils lui faisaient confiance. Donc je débarquais, et puis il fallait à la fois que je convainque des gens que j'étais drôle, alors que j'étais un petit gamin, que je savais rien de ce que je faisais, et en plus que je leur parle de trucs qui les intéressent. Donc ça m'a forcé à écrire à chaque fois sur eux. Puis après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était ça que je savais le mieux faire. Donc j'ai continué à le faire. Puis effectivement, quand on va en Afrique du Sud, par exemple, quand je vais au Québec, c'est ça. J'essaie de me dire, ils connaissent pas la Suisse, à part quelques clichés. Je vais peut-être faire des blagues sur ces clichés quand même, mais
Sinon, la majeure partie des trucs que je vais dire, c'est je vais vous parler de vous. Et c'est mon regard sur vous. Donc, je vais peut-être dire plein de conneries, mais je vais Mais ce les qui est assumer. dingue, c'est que quand normalement on fait une grande scène, même si tu pars à Johannesburg, tu te dis je suis pas forcément en confiance, je suis pas dans mon pays, donc tu peux aussi te reposer sur des choses qui fonctionnent, que tu as déjà essayé, que tu as déjà testé. Toi, tu te dis non, vas-y, je vais faire 15 minutes que j'ai jamais essayé. Ouais, mais moi, le Et on problème, va c'est voir si ça marche, et ça marche souvent. Donc en fait, moi, ça m'intéresse la mécanique. Comment t'es sûr que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que c'est t'es lié à une mécanique de la façon dont tu t'exprimes par rapport à une référence, ou alors tu te dis, cette référence-là, elle fonctionne dans ce pays avec ce mec-là, mais elle pourrait fonctionner dans ce pays avec ce mec-là? Ah oui, des fois, je prends des blagues et puis je change les ingrédients et puis oui, je change le référent, puis ça peut marcher. Non, mais je pense pas que c'est un choix vraiment conscient de me dire je vais pas prendre mes trucs qui marchent, parce que mes trucs qui marchent, ils marchent à des endroits précis. J'ai assez peu de choses qui marchent partout. Ouais. C'est pas ma force. Et du coup, je me dis plutôt que d'essayer de leur vendre. Moi, je suis pas doué pour vendre mes blagues. J'ai pas le charisme sur scène qui permet d'embarquer un public avec moi. Donc plutôt que de leur vendre un truc qui les concerne pas, je me dis on va trouver des trucs qui les concernent. Donc t'es pas sûr que ça marche, mais t'es surtout tributaire de la qualité de tes informations. D'arriver à mettre le doigt sur un truc dont ils parlent. Donc ce que je fais en général, c'est que je suis les médias de ce pays. Quand je sais que je vais aller quelque part, j'essaye de quelques semaines avant commencer à regarder un peu l'actualité, puis voir ce qui ressort fréquemment. J'aime bien quand j'ai des potes humoristes de ces pays-là, de ces endroits-là, les suivre sur les réseaux sociaux et voir sur quoi eux ils font des blagues sur Twitter, sur Facebook, machin, parce que je me dis si eux ils font des blagues là-dessus, c'est que la communauté de l'humour machin parle de ça. Et puis après, de me dire comment est-ce que je fais des blagues différentes que ceux qui sont sur place. Puis ça, souvent, c'est le regard de l'étranger, le regard de la distance, machin. En Afrique du Sud, on avait eu beaucoup de chance quand on était arrivé là-bas, parce qu'on nous a emmené voir un gala qui retraçait l'année en Afrique du Sud par des Sud-Africains. Oui, mais je me souviens parce que j'étais là et vraiment la moitié était en zoulou. Alors, il y avait 8 langues, je crois, c'est ça. dans ce gala. Et vraiment... Et tu dis la moitié. Moi, je pense que j'ai compris 20% de ce gala. C'est ça. Parce que même tout ce qui était anglais, il y avait des rêves qu'on n'avait pas du tout. Ah non, mais c'est ça que c'était génial. C'est que, donc, au lieu de me dire, comme certains des gens qui étaient avec nous, on va pas citer de nom, mais je comprends rien, je me casse, je vais picoler, machin. Moi, je me suis dit, je sors mon calepin. Dès que je comprends pas un truc, je note. Là, il parlait de ça arrive fort. J'ai pas compris. Donc, je notais tous les thèmes où ça riait très fort et où je comprenais pas. Et le lendemain, je suis allé trouver l'organisateur sud-africain du festival et j'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Puis il m'a expliqué un peu. Puis du coup, j'avais toutes les actualités qui avaient fait rire les gens. Je suis allé chercher après sur Internet ce que c'était. Puis j'ai fait mes propres blagues là-dessus, sans plagier les autres, parce que sinon je les ai pas comprises, parce que c'était pas dans ma langue. Ça, c'est pas exprès. Non, mais du coup, c'était hyper bien, parce que j'avais on m'avait mâché les 3/4 du travail. On m'avait donné le menu de voilà tous les thèmes à aborder. Et puis là, c'était de nouveau la contrainte, comme quand j'avais des privés ou des chroniques. C'était voilà toutes les actus que tu vas traiter. Please welcome your first comedian all the way from Switzerland. Give it up for Thomas Spitzel. So yeah, as John said, I'm from Switzerland. I'm a long way from home, and I can tell because this room is the size of my country. And also the show did not start on time. So I did not want to go first tonight, but apparently in this country white people always come first, so here I am. This is a bit weird for me. It's like a bunch of black people judging a nervous white dude. This is revenge for centuries of slave auctions. Yeah. All my friends from Europe were telling me, if you go to South Africa, you should go to Cape Town. It's a lot nicer. It's more European. I'm like, I'm from Europe. Why would I want to take a plane for 11 hours to go to somewhere that's European? That's a waste of time and money. That's so stupid. That's so dumb. That's like cheating on your girlfriend with her sister. Or as people from Alberton called it, a Tuesday night. Une fois que tu as les actus, une fois que tu as les thèmes, une fois que tu as les références, parce que là, tu passes un premier temps quand même à beaucoup travailler là-dessus. Mais ensuite, comment tu te dis, vas-y, je vais construire. Comment tu sais avec quoi commencer? Comment tu sais quelle vanne va le plus fonctionner? Bon, t'écris pas dans l'ordre. Moi, j'écris jamais dans l'ordre. J'écris un peu par thème, puis c'est toujours en lisant des trucs où je fais des liens. Des fois, je pars sur un truc, puis j'écris 3 blagues, puis je réalise que la troisième qui est drôle, donc je vais sucrer les 2 premières, mais j'ai pas vraiment de... Mais tu le réalises toi-même, c'est-à-dire que tu le testes même pas, tu lis tes vannes et tu fais, ouais, celle-là c'est nul, celle-là c'est...
Parce que la Souvent, majorité ouais. des gens qui viennent, enfin avec qui je discute, me disent que bah t'as une vanne, mais après bah tu vas la tester. Tu vois, tu vas dans des petites salles et tu testes et tu te dis ça, je pense que ça marche, mais en fait non, ça marche pas. Tu vois. Oui, mais alors ça, c'est la technique qui marche très bien à Montréal ou à Paris, parce que ces salles sont disponibles, parce que tu as ces comedy clubs, tu as cette nébuleuse de petites salles où tu peux aller C'est hyper tester. intéressant. Ok. Nous, ici, on n'a pas ça. Moi, très souvent, toutes mes privés, tous mes forums économiques, toutes les vidéos que tu peux voir où je fais un discours devant des PDG, un discours devant une équipe de foot, où est-ce que tu veux que j'aille tester ça? Je ne peux pas. Donc, moi, c'est un réflexe que j'ai pris, c'est je me dis, bah, je fais les blagues auxquelles je crois. Et je pars du principe qu'il y en aura 20% qui vont passer totalement à côté, parce que t'es pas infaillible du tout. Parfois, la référence est mauvaise, parfois tu bafouilles parce que tu l'as jamais faite, ou tu mets les mots dans le mauvais ordre, ou parfois c'est juste pas drôle. Enfin, moi, ça arrive très souvent que je fasse une blague, j'ai un gros sourire, je suis content, elle marche pas. Donc ça, faut vivre avec ça. Si, sans tester, forcément, t'as du déchet. Mais en Suisse, bah, moi, j'ai dû apprendre à fonctionner comme ça, parce que tu peux pas tester, en fait. Alors, parfois, mon spectacle, j'ai pu, tu vois, on organisait des rodages, etc. Mais quand c'est un one-shot, comme on dit, un truc que tu vas faire qu'une fois, bah, tu peux pas le tester 8 fois avant, parce que t'as pas le Ça public. te rend pas nerveux, tu te dis bon. Bah, c'est une réalité, c'est pas, enfin, je peux pas négocier avec ça, c'est comme ça. Et du coup, j'ai appris à bosser comme ça. Et je trouve ça assez cool, parce que du coup, j'ai pas peur de tester parce que c'est quoi le pire qui puisse arriver? Ta blague, elle marche pas. Puis voilà. Puis après, tu analyses pourquoi elle a pas marché. Je sais pas, à partir du moment où tu montes sur scène, tu peux. En fait, oui, c'est ça. Mais de toute façon, n'importe qui a peur de monter sur scène parce que t'as peur du jugement de l'autre. Donc, c'est ça le pire qui puisse t'arriver, c'est le jugement du public, quoi. Mais je dirais que j'avais peut-être plus peur au début, parce que tu as l'impression qu'à chaque scène, tu joues ta carrière. Parce qu'à chaque scène, tu dois prouver à des gens que tu es drôle. Puis il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui va pouvoir t'inviter sur une autre scène. Enfin, tu as l'impression qu'à chaque fois, si tu te plantes, c'est la fin. Tu sais, c'est ta dernière carte que tu as jouée. Alors que pas tellement. Bah, peut-être que oui, hein, je sais pas. Moi, je me suis peut-être pas juste pas planté les fois où il fallait pas se planter, mais c'est l'impression que tu as. Tu dis, mon premier Montreux, si je me plante, ils vont jamais me réinviter. Tu te dis, là, telle entreprise, si je me plante, bah, l'autre entreprise qui est présente dans la salle, ils vont pas m'inviter, et puis du coup, j'aurai plus d'argent, puis je vais devoir. Et en fait, pas du tout. Ben, je sais pas exactement, mais moi, je me suis plutôt bien tiré, je pense, les premières fois, et puis après, tu te dis, bah, là, si je me plante, il y a les 5 fois d'avant où je me suis pas planté. Donc, je me dis peut-être que la fois d'après, je me planterai pas. Et les gens se disent un peu la même chose. Donc, j'en ai où je suis passé à travers, mais c'est pas grave. Ouais. Enfin, là, je joue moins ma carrière à chaque scène. Et plus t'es établi, moins tu joues ta carrière à chaque scène. Ouais, mais c'est marrant parce que justement, tu me disais que t'étais détendu par rapport au gala. Ouais. Mais moi, j'ai vu ton passage hier, du coup, plusieurs fois, parce que du coup, 3 galas, 3 Trois. fois le même passage. C'est quand même des sujets qui sont assez universels parce que tu parles des voyages et de la technologie. Tous ces sujets-là, mine de rien, ils sont assez universels. Ah oui, bah parce que là, on est à Montreux. C'est un gala un peu généraliste. Tu sais pas trop où est dans la salle. Là, il faut parler au plus grand nombre. Puis il y a aussi le truc que bah, moi, je fais des galas chaque année. Je pense que sur la chaîne du Montreux, maintenant, il doit y avoir 1 heure de mes blagues. C'est ça, t'as un spectacle dessus. J'ai aussi mis mon propre spectacle sur YouTube. Et j'aime bien donner du nouveau matériel aux gens. C'est pas toujours possible. Parce que là, par exemple, les voyages, c'était déjà dans mon spectacle. Mais Ça veut dire qu'il y a des gens dans la salle hier à Montreux qui avaient déjà vu cette partie de ton spectacle. ouais. Et tu te dis, bon, bah écoute, tant pis. Bah oui. Bah oui. Bah, et à un moment donné, on n'est pas des machines. Et il y a quand même un truc où moi, je fais parfois plein de blagues pour la première fois, je m'en fous. Mais dans certains contextes, t'es obligé d'arriver avec des trucs béton. Ouais. C'est le cas de Montreux. On a parlé de la difficulté de cette salle. T'as intérêt à être très sûr de toi. Parce que c'est pas une salle pour tester. Et bah, l'année passée, c'est un bon exemple. On m'a demandé de venir à la fin du gala d'ouverture présenté par Claudia Tagbo et de débriefer chaque humoriste en faisant 1 ou 2 blagues sur le passage de l'humoriste. Oui, je me souviens. Ouais. Oh, bravo. Claudia, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Elle a un parcours admirable. Elle a eu un parcours jonché d'embûches. Elle a surmonté tellement d'épreuves. Elle a immigré en France depuis la Côte d'Ivoire à l'adolescence. Elle s'est fait une place dans l'humour, une place dans le cinéma. Et surtout, elle a travaillé avec Arthur. Et elle a animé ce gala de main de maître. Et c'est pas facile d'animer un gala, je sais. Je l'ai fait, puis on me demande plus. Donc... c'est pas facile, il faut donner de l'énergie, il faut faire avancer le spectacle, faut pas être trop marrant, sinon tu fais de l'ombre aux invités. Et puis elle a fait ça avec brio ce soir, donc vraiment, félicitations à elle. Et mesdames et messieurs,
L'histoire a été écrite ce soir parce que Claudia Tagbo est la première femme noire à animer un gala à Montreux. C'est incroyable. L'histoire est en marche. On est ensemble. Oui. Yes, we can. I have a dream. Comme quoi, on peut finir à l'avant de la scène, même quand on a commencé à l'arrière du bus. Ok, ça c'était de trop. C'est bien, je note. C'est bien que je sache. Et donc là, c'est des trucs que je pouvais pas tester, parce que je peux pas aller dans un comedy club et dire vous voyez que c'est Claudia Tagbo, bah voilà ce que j'ai à dire sur elle. Enfin, ça n'a aucun sens. C'était vraiment dépendant du contexte. Et du coup, les seules fois où je pouvais tester, bah, c'était en live au Stravinsky. Heureusement, on l'a joué 2 fois. Donc la première fois, j'ai un peu essuyé quelques plâtres quand même. Et puis la deuxième fois, c'était bien. Mais là, ça marchait de faire des blagues pour la première fois, parce que de nouveau, elles étaient hyper spécifiques. Elles parlaient du gala que les gens venaient de voir, donc on avait ça en commun. Donc il y avait vraiment un truc où les gens étaient dans le moment avec moi. Mais sinon, tester des blagues pour la première fois qui sont pas genre méga pointues sur ce qu'on vient de vivre, c'est kamikaze. Donc, ici à Montreux, parfois, les gens se plaignent de ça, on le voit beaucoup sur YouTube. Oh, c'est des trucs qu'on a déjà entendus. Oui. oui. Parce que je suis pas venu ici en disant, bon, bah, j'ai quelques notes sur mon téléphone, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas là qu'on fait ça, malheureusement. Donc oui, parfois, on vit avec le fait que il y a des gens qui peut-être seront déçus parce qu'ils ont déjà entendu ça. Moi, ça m'est arrivé qu'après un spectacle, quelqu'un vienne me voir et me dise, ouais, alors, j'ai regardé toutes tes chroniques que j'ai trouvées sur YouTube, j'ai vu ton spectacle il y a 6 mois et je lis tous tes tweets et tous tes statuts, et puis je connaissais à peu près le tiers du spectacle, je suis un peu déçu. Oui, en fait. Ouais, mais c'est ouf quand même de s'intéresser autant à un humour. Oui, mais c'est ça, mais c'est de l'amour des gens. Et Ouais. tu peux pas leur en vouloir. Mais après, t'es là, mais qu'est-ce que tu crois exactement? Enfin, est-ce que tu penses que tous les matins on se lève, on dit, bah aujourd'hui je vais faire 1 heure de blague là-dessus? Non, c'est un. C'est un peu le fantasme qu'on a de l'humour. Ouais, mais je crois que les gens réalisent pas à quel point c'est long de constituer un répertoire de blagues, de construire un spectacle, d'avoir des passages avec lesquels on se sent bien pour le faire dans les scènes où il y a des enjeux, et que du coup, bah forcément, il y a des humoristes qui font le même passage pendant 10 ans. Parce que ils savent que ce passage il marche, et puis là il faut que ça marche. Et puis il y en a qui l'auront déjà vu, mais ceux qui le voient pour la première fois le trouvent bien. Toi, tu peux pas te permettre parce que la Suisse, parce que ta manière de travailler, parce que. Ouais. Puis parce que moi, je pense que chaque fois que je joue un truc, je le joue moins bien que la fois d'avant. Parce que je suis pas très bon comédien, donc j'arrive pas à jouer la spontanéité, j'arrive pas à être naturel. Donc c'est des one shot. Donc je pense que si je joue 100 fois un truc, la 100e fois, ça devient vraiment oh bah dis donc. Enfin, ça devient très très compliqué. Bonsoir. Je suis le dernier humoriste de cette soirée. Je vois que vous en foutez, c'est très bien. Non, en général, dans ce genre de soirée, ils essaient de faire une espèce de crescendo, hein, de mettre à la fin l'humoriste le plus énergique, le plus drôle, le plus apprécié. Ce soir, ils ont décidé de faire différemment. Moi, je suis très heureux d'être à Montreux parce que c'est un endroit qui est particulier pour moi. J'ai fait ici mon premier gala il y a 5 ans. Et ça a véritablement lancé ma carrière parce que 5 ans plus tard, je suis exactement au même endroit. Mon premier Montreux, du coup, je jouais dans une salle qui était... Vous avez, je crois, mis 200 sièges et il y avait 17 personnes peut-être, dont en tout cas 12 personnes qui avaient des badges. Dont moi. Dont peut-être toi, dont Kian Kojandi, je me souviens. Il y avait des trucs un peu genre, t'es là, ok, je vais prendre un bid devant des gens importants. Et après, je vais être à une after où personne ne sait qui je suis. Parce que moi, comme j'étais pas à Paris, je connaissais absolument personne. Ouais. Et personne me connaissait. Et comme je suis très timide, j'ai passé mon premier Montreux à ne parler à personne. J'ai fait mes 5 minutes, j'ai mangé, et puis j'étais un peu là, dans un coin, comme ça. Et... Mais en même temps, c'est ton caractère aussi, quoi. Oui. Et ben, je mets du temps à m'ouvrir. Et quand je connais personne, c'est très compliqué. Et je me souviens qu'il m'avait fait jouer le lendemain à 9h du matin dans une classe de Montreux, parce qu'ils avaient un partenariat avec une des écoles de Montreux. Et du coup, le lendemain, j'avais joué, je crois, 45 minutes pour des enfants de 13 ans. Donc, c'était presque un bizutage, mon premier Montreux. Donc, ça, c'est 2012. Et puis, l'année d'après, ouais, j'ai fait un gala. Et depuis, chaque année, j'en fais au moins un, quoi. Et parfois 2. Ça fait combien de galas que tu fais ici? Alors, 3 avec Marina, 2 avec Fari, et puis 1 tout seul. Donc, 6. Pas mal, déjà. Ouais. Et puis, sinon, je pense une 15aine où j'étais dedans, ouais. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que cette salle qui est très dure à apprivoiser, qui est une salle qui fait peur à beaucoup d'humoristes parce que c'est une salle philharmonique. Ouais. Ça, les gens, je pense, ne savent pas parce qu'au final, la scène de Montreux, elle est tellement mythique que tu as l'impression que c'est un peu un plaisir pour les humoristes alors qu'au final, c'est une salle, qu'est-ce que tu disais, philharmonique?
C'est une salle qui est pas du tout faite pour l'humour, en fait. Ouais, D'ailleurs, ça s'appelle l'Auditorium Stravinsky. Stravinsky faisait pas de stand-up. Peut-être, hein, entre 2-3 morceaux. Peut-être aussi, ouais. Mais du coup, la salle est construite. Enfin, j'y connais rien en acoustique, j'y connais rien en architecture. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que la salle est construite pour que, genre, le son d'un orchestre symphonique soit beau. Et nous, en termes d'humour, on a besoin que les rires du public nous arrivent dans la gueule et se concentrent, se groupent, machin. Et là, c'est pas du tout ça. L'architecture de la salle fait que les rires montent au plafond, qui viennent pas jusqu'à la scène. Et donc, tous les humoristes, sans exception, la première fois qu'ils passent sur cette scène, ont l'impression de se prendre un bide. Ouais. C'est aussi le problème avec la captation des passages, c'est que c'est dur de capter les rires parce qu'on ne sait pas où mettre des micros pour avoir le public qui rigole. Donc en fait, c'est pas la faute du public qui lui rigole et passe une bonne soirée, mais la salle est tellement grande et tellement construite de cette façon que les rires ne s'entendent pas, ou moins. Mais même le public en vidéo, quand tu regardes une vidéo sur YouTube de Montreux, tu t'en rends pas compte de ça. Bah alors maintenant, ils ont commencé à comprendre comment capter les rires, comment mixer, machin, pour que ça donne une ambiance plus chaleureuse. Mais si tu regardes des vidéos de Montreux 2011-2012, je pense que 90%, 90% des commentaires, c'est des gens qui se disent que le public rigole pas. Ouais. Et c'était un peu le running gag pendant très longtemps, des commentaires sur les vidéos de Montreux, c'est le public ne rit pas. Alors le public rit, mais on l'entend pas rire. C'est ça. Du coup, ça nourrit le cliché du Suisse qui est alors voilà, qui est chiant. ça aide là-dedans. Mais je peux te garantir que les humoristes, la première fois qu'ils montent sur cette scène, il y a un espèce d'effet Stravinsky où tu montes, t'es hyper enthousiaste, t'es là, ok, t'es en mode un peu Rocky 3, comme ça, c'est bon, c'est mon combat maintenant, mes 6 minutes. Tu fais 3 blagues, t'entends pas de rire et tu paniques. Tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais pas ce que t'as prévu de dire, tu sais pas tu sais que c'est capté, tu sais que c'est devant 1600 personnes. Ta carrière défile devant tes yeux, ta vie défile devant tes yeux. Enfin, on a tous ce moment un peu genre le cerf dans les phares du 4x4 au milieu de la nuit comme ça. Et après, soit tu arrives à te dire, ok, bah, je continue, je vais jusqu'au bout de mon sketch, et puis ça se passe bien. Soit des fois, malheureusement, tu finis sous le 4x4. Mais majoritairement, ça se passe bien quand même pour les artistes qui viennent ici. Oui, majoritairement. Ouais. Bah, il y a plein d'impondérables qui font que parfois ça peut pas forcément se passer. Mais ce qui est cool maintenant, c'est que quand tu connais cette salle, bah, t'as moins ce truc. T'es là, ok, je sais, je vais avoir l'impression de prendre un bide, mais ce sera pas un bide. Et puis, chaque année, forcément, t'as plus d'éléments pour mieux te... Mais ça, avec toute l'expérience que t'as justement de cette salle et du public que tu connais, est-ce que tu en parles aux humoristes qui viennent faire leur première scène? Bah, ceux que j'aime bien. Ouais. Puis on romantise le voyage, on entend toujours les citations. Le voyage, c'est la seule chose que vous pouvez acheter qui vous rend plus riche. Le voyage, c'est là où on peut se perdre et se retrouver en même temps. Moi, je pense que ça valait à l'époque de Vasco de Gama, de Marco Polo. Là, tu prends un vol last minute pour Bali, tu vas bouffer un cheeseburger. J'ai pas l'impression que tu vas te perdre et te retrouver en même temps. Comme... Moi, cet été, j'étais à un festival au Québec, je cherchais un lien sur Internet pour un match du Lausanne Sport. Je pense pas que j'ai augmenté ma richesse intérieure à ce moment-là. À la limite, les gens qui disent « Oh, mais l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. » Ben, pourquoi tu prends un vol sans escale, alors? Enfin, si tu vas aller en Australie, prends le bateau. Là, tu vas apprendre des choses sur toi-même. Tu vas apprendre que 3 mois, c'est long et que le scorbut, ça se soigne mal. Là, je suis d'accord. Non, moi, j'aime pas voyager. Moi, je crois que ce que je préfère dans voyager, c'est rentrer chez moi. C'est marrant parce que t'es resté en Suisse, quand même. T'habites à Lausanne. Ouais. T'as pas voulu monter à Paris et du coup, tu défends vachement. J'ai voulu, mais j'ai pas réussi. Pour 1000 raisons. Mais n'empêche que moi, à chaque fois, c'est quand même, ça marque. C'est-à-dire que pour moi, t'es vraiment l'humoriste suisse, mais qui, sans vouloir, tu vois, défend un peu la Suisse, la culture suisse, le fait d'habiter en Suisse, le fait de développer le stand-up en Suisse, et tu vois. Ouais, mais faut te dire un truc aussi, c'est que c'est quand même incroyable. On a un festival d'humour en Suisse. Il y a, je sais pas, sur le festival en entier, il faudrait demander à la prod, mais il y a, je pense, 110 humoristes. On est 5 Suisses. Ouais. Et ça n'existe pas, ça n'existe nulle part, ça. Mais parce que c'est un festival qui est en Suisse, mais qui est vendu beaucoup en France. Évidemment, aussi. Mais c'est quand même unique. Tu vas juste pour rire au Québec, t'as 85%, 90% d'humoristes québécois. Ouais. Enfin, c'est normal. C'est vrai qu'il y a un monde entre l'Europe, le Québec. Ouais. Mais même, tu vas dans des festivals d'humour en France, il y a quasi... Il n'y a pas de Suisse. Que des humoristes. Bah, de temps en temps, un Suisse, un Belge, machin, mais un Québécois, mais c'est que des humoristes français avec quelques invités. Donc nous, on est en minorité dans notre propre festival. Donc il y a un truc un peu... Oui, on est très content de vous accueillir, mais vous êtes quand même chez nous. Enfin, il y a un truc... Ouais, je vois bien. Et je pense que le fait qu'on est si peu, ça fait qu'on est tous devenus très fervents défenseurs un peu de l'identité suisse. Et puis le reste de l'année aussi.
effectivement, toi tu le dis, j'habite ici. Même mes collègues dont je te parlais, Charles, Marina et Alex, sont à Paris la majorité du temps. Donc moi, je suis un des rares qui a décidé de rester ici avec Blaise, avec Nathanaël, avec Johan, avec Yann Marguet aussi. Et du coup, on a un peu l'impression, des fois, qu'on est en marge, que le train il part sans nous. Moi, je sais que des fois, quand je vais à Paris, les gens ils me disent « Oh, t'as arrêté l'humour », parce que tout ce qui se passe en dehors du périph' n'existe pas pour un petit monde médiatique français. Donc, de défendre ça et dire « Si, on peut faire carrière en marge, on peut défendre des trucs, on peut faire de l'humour local », c'est un truc... C'est un peu une réaction d'orgueil de dire non, mais ça m'étonne pas. Enfin, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous, en fait. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos de Montreux qui ne savent pas que Montreux est forcément en Suisse. D'ailleurs. Oui. Je pense que c'est tellement lié à un spectacle francophone français qu'on se dit ah bah tiens, ça doit être je sais pas où en France, on s'en fout, tu vois. Ah oui, non, bien sûr. Non, mais je pense que le web a aplati les frontières. Je pense que l'erreur principale que les gens font en venant ici, c'est comme Montreux. Tu dis cette scène est mythique, on l'a beaucoup vu sur YouTube, etc. Et il y a une certaine proximité pour les artistes. On a l'impression que Montreux, c'est l'endroit du stand de machin. Les gens oublient que c'est quand même un pays différent. Et que c'est vrai, ouais, c'est ce que tu me racontais hier. Il y a quand même un truc où il faut pas oublier, on est à Montreux, le public il est de Montreux aussi. Le public de YouTube, il est du monde entier francophone. Et souvent les artistes, ils pensent à la vidéo YouTube parce que c'est quand même devenu la vitrine du festival maintenant YouTube. La télé est passée au deuxième plan. Et donc les artistes, ils viennent en disant je veux un beau passage capté pour les réseaux, pour Internet, machin. Et du coup, ils choisissent leur blague en fonction du passage YouTube. Ils réfléchissent au passage YouTube et après ils se retrouvent avec un public suisse en face d'eux. Et le b.a.-ba, c'est faire rire le public qui est dans la salle d'abord. Nathaël Rocha a un stand-up sur les Français qui viennent à Montreux ou en Suisse pour faire des vannes français. Ah, mais on a tous des blagues là-dessus parce qu'on a tous vu des trucs incroyables. Moi, j'ai vu des humoristes venir ici faire des sketchs sur la suppression de l'ISF. Putain, là, mais vous doutez bien qu'on n'a pas le même régime fiscal que sur vous. Le métro parisien, quoi. À la limite, le problème, c'est que nous, on connaît Paris, on est abreuvé des médias parisiens, les artistes français viennent chez nous depuis très longtemps, machin. Donc, on a plein de références. On connaît le nom de votre président, on connaît même parfois pas le nom d'une autre, mais il y a un truc où la politique, on connaît certaines personnes, ce qui se passe en France, on connaît, les stars, on connaît, le métro parisien, on connaît, donc certains trucs, ça passe. Même là, hier, dans le gala, il y avait plusieurs blagues sur Barbès. Les gens savent pas forcément ce qui se passe à Barbès, mais ils arrivent à comprendre la blague. Ouais. Mais parfois, tout à coup, il y a un truc, mais il suffit de dire un mot, souvent, vous avez plein d'acronymes que nous, on n'utilise pas, et c'est un élément de contexte, un détail, mais si tu l'as pas, genre, je sais plus quel artiste, je vais pas dire de bêtises, disait EHPAD pour faire une blague sur les vieux. Tu dis EHPAD en Suisse, on ne sait pas que tu parles de vieux parce que ça n'existe pas un EHPAD. Nous, c'est un EMS ou une maison de retraite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est des trucs tout cons. Et des fois, les gens, ils oublient juste. Un bide. Ouais. Parce qu'en fait, pas les gens, c'est pas que c'est pas drôle, c'est juste qu'on comprend pas, quoi. Bah non, c'est pas le même pays. C'est tout con, c'est pas le même pays. Et nous, en Suisse, on a ce truc, on est tellement petit que partout où on va, on est obligé de s'adapter. Même tu changes de canton ici, tu prends 20 minutes le train, tu dois t'adapter parce que la scolarité, ça n'a pas le même nom, genre le collège, le lycée, le cycle, machin, ça change d'un canton à l'autre. Les politiciens ne seront pas les mêmes. Enfin, la langue. Bon, la langue, tu vas pas tellement jouer du côté où la langue change, mais même du côté francophone, les accents changent, les références changent. Donc on a tellement l'habitude de s'adapter même à l'intérieur de notre pays. C'est sûr, quand on va à Paris, vous n'en avez rien à foutre de la Suisse, donc on peut pas vous parler de ça, donc on est obligé de s'adapter. Pareil en Belgique, pareil au Québec. Du coup, nous, on a ce réflexe, mais la France a un côté un peu impérialiste culturellement, c'est-à-dire que c'est vous qui dominez la culture francophone, que les gens ne font pas parfois cet effort d'adaptation, et ça se ressent très fort à Montreux, parce qu'en plus, il y a une vexation. Nous, quand il y a un artiste français qui vient, tu parles de Nathanaël, lui, ça l'énerve, quand il y a un artiste français qui vient et qui fait même pas l'effort de se demander est-ce qu'ils ont cette référence, ça nous vexe. Parce qu'on se sent pas considéré comme public, tu vois. Les gens, ils ont payé cher, c'est des places qui sont très chères, ils viennent voir un gala, et la personne leur parle comme s'ils savaient même pas qu'il était dans ce pays-là. Il y a un manque de respect. Et ça, parfois, c'est une discussion que j'ai avec les artistes. Et c'est pour ça que maintenant, on a essayé d'instaurer les rodages avant les galas, où on fait jouer les artistes des galas la veille dans une plus petite salle en Suisse, dans une autre ville, Lausanne, Bulle, Vevey, machin, pour qu'ils soient confrontés à un public suisse la première fois. Et là, il y a plein de trucs qui ressortent, genre pourquoi ils ont pari là? Puis on dit, ils ont pari là parce que ce mot-là, il n'existe pas chez nous, ou cette personne-là, on la connaît pas. Et ça aide vachement, je crois. J'ai l'impression qu'il y a moins de gens qui passent à travers depuis qu'on a un peu plus pris les devants pour dire, oubliez pas que c'est les Suisses en face de vous.
et qu'on est gentil, mais il faut quand même nous parler à nous et pas. Enfin, les gens derrière l'écran, ils peuvent pas rire dans la salle, quoi. Ils peuvent rire derrière l'écran, mais il faut pas sauter la première étape. Il faut faire d'abord rire la salle. Voilà, maintenant peut-être que vous comprenez pourquoi c'est à moi qu'on a demandé de récapituler le gala. Ils se sont dit, il y a quand même un gros risque de perdre ses amis et sa carrière. On va choisir quelqu'un qui a ni l'un ni l'autre. Et moi, je trouve que de m'avoir demandé de faire ça à moi, ça montre à quel point on sait recevoir en Suisse. Vraiment, ils sont d'accord de faire des heures de voyage pour venir ici à Montreux. Ils arrivent et ils se font vanner par le fils caché de Laurent Ruquier et Mac Lesguy. Ils se font vanner par le premier être humain à avoir subi une ablation du charisme. Par Matt Pokora s'il était allé à déchiffrer des lettres au lieu de Popstars. Par un type qui assume tellement pas ses vannes qu'il est obligé de se vanner lui-même à la fin pour se dédouaner, qui est tellement égocentrique qu'il parle de lui à la 3e personne, et qui est tellement courageux qu'il n'y a aucun moyen qu'il retourne en coulisses pour affronter les autres. Moi je rentre chez moi au courant. Passez une bonne soirée.